parce qu'en fait, à l'acquisition, elle ne sera jamais dans cette configuration. Donc, on ne va pas vous dire, à vous cliniciens, de segmenter, de construire des bases réalistes, par exemple, sur la base de segmentation manuelle, sur des images qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire des images dont on va changer les proportions à des facteurs qui ne pourront pas exister dans la réalité. Donc, nous, ce qu'on a proposé ici, c'est d'écrire dans ce papier, c'est de utiliser le recalage non linéaire pour plaquer le contraste d'une moelle d'un patient sur la morphologie d'un autre, et inversement. Ajouter des artefacts IRM connus à cette test-là, par exemple. C'est-à-dire du ghosting, du mouvement. Donc ça, on sait faire maintenant en traitement d'image. On sait générer de manière artificielle des artefacts. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous voyez le classical data augmentation. Donc on a voulu quand même le comparer aux autres approches. Voilà, on a fait du resizing, du random transfographing, par exemple. Ici, on a fait du smart data augmentation. Donc c'est des transfos élastiques qui sont décrits comme des transfos élégantes, mais qui pour nous ne sont pas forcément pertinentes, parce que déformer non linéairement une moelle, sans maîtriser le modèle de déformation, pour moi, c'est aussi une aberration. Et on le prouve en fait dans ce papier. On montre que ça n'apporte rien. Donc, et par contre, on a montré que le realistic data augmentation avait une tendance à améliorer les modèles. Alors, à quoi ça sert de faire de la segmentation d'image? Quelles sont les applications premières de la segmentation et de la normalisation d'images? C'est les études de groupe. Donc, je vous donne aussi un exemple d'études de groupe qui ont été faites au laboratoire. On s'est intéressé parce qu'on a fabriqué les premiers atlas et les premiers systèmes de normalisation il y a 10 ans. Enfin, il y a un peu moins de 10 ans. Les premières études de groupe qu'on a fait, c'était sur l'âge. On voulait voir s'il y avait des atrophies, comme on le faisait il y a 20 ans. On a tout le monde sait que le cortex atrophie avec l'âge. Et très vite, ces approches-là dans le cerveau ont montré des atrophies plutôt dans le cortex moteur. Enfin, on connaît la cartographie et des atrophies des noyaux gris et du cortex avec ces approches-là de normalisation. On a voulu voir pour la moelle ce qu'il en était. Donc, on a utilisé de l'imagerie T2 étoile. Donc ici, vous voyez 3 exemples de 3 patients différents. On les a tous normalisés dans un template commun, T2 étoile. C'est-à-dire qu'on les a déformés non linéairement. Et du coup, après, on a fait ce qui se fait classiquement sous SPM ou d'autres approches. Bon, on l'a fait avec des approches TBM, c'est-à-dire des approches Tensor Based Morphometry. Donc l'objectif, c'est de faire de la morphométrie, mais basée sur des métriques qui quantifient la déformation des tissus. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, on a des métriques quantitatives qui disent que tel pixel ici, quand je le normalise, il a été déformé à 1 point, avec un facteur 1.2 chez un sujet, 1.3. On a ce type de métrique-là quand on fait des transformations non linéaires à disposition. Et qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Bon, je n'ai pas mis l'échelle, mais en gros, les pixels que vous voyez rouges et jaunes sont des tests, c'est des t-values, donc c'est des t-tests qui sont faits sur ces métriques quantitatives de déformation et qui mettent en évidence qu'en fait, les patients ont un pattern d'atrophie, les sujets âgés ont un pattern d'atrophie par rapport aux sujets jeunes. Ça ne nous a pas trop surpris, mais ces approches, elles nous permettent de localiser ces patterns d'atrophie. Et dans ce papier, qui date un peu, les auteurs se sont un petit peu avancés et ont expliqué qu'en fait, cette atrophie était plutôt dans la matière grise. Voilà, à l'instant T aujourd'hui, moi j'ai mis des doutes sur le fait que ça soit dans la matière grise. Pour moi, ces patterns d'atrophie sont pour moi situés à l'interface gris-blanc. Et donc on ne sait pas si c'est des atrophies dans les faisceaux de matière blanche ou dans les faisceaux de matière blanche ou ici dans les cornes ventrales. Ici, il y a plutôt une atrophie clairement dans le blanc. Bon. Ce que je veux dire, c'est que... Ah, merci beaucoup.
que je veux dire, c'est que ces études sont quand même limitées par à la fois les résolutions spatiales, les méthodologies qui peuvent être biaisées. Donc il faut en être conscient. Voilà. Moi, j'ai tendance à freiner un peu les cliniciens et les neuroscientifiques dans leurs interprétations de ce type de carte. Il faut souvent prendre des précautions. Et c'est vrai qu'on le dit, c'est clairement une carte qui correspond au groupe qu'on a étudié. Donc il y avait, je ne sais plus, dans ce papier-là, il y avait peut-être 30 sujets jeunes et 30 sujets âgés. C'est peut-être un pattern qui est caractéristique de ce groupe, mais il faut quand même, vous le savez, des bases plus larges que ça pour tirer des conclusions plus généralistes. Bon, aujourd'hui, je vous montre, je voulais aussi mettre en évidence, je ne veux pas faire le VRP du 7T, mais je voulais vous montrer toute l'importance en fait de la très haute résolution spatiale. C'est que 5 ans après, on s'est aussi amusé, on disposait dans le cadre de nos acquisitions dans le centre, de patients atteints de sclérose en plaques latérale, de sclérose latérale amyotrophique. Et donc on a regardé avec ces mêmes méthodologies de normalisation et de TBM où se situaient, on a été curieux de regarder où se situaient les clusters d'atrophie. Et ce qu'on observe clairement, je ne veux pas interpréter cette carte, j'ai aucune connaissance sur cette pathologie et tout ça, mais ce que je veux vous montrer, je l'ai entouré en vert ici, c'est que ces méthodes-là et la résolution spatiale très augmentée à ce champ-là permet de mettre en évidence des clusters dans des zones qui souffraient beaucoup de volume partiel et pour lesquelles on avait une très grande incertitude. Et donc on observe ici, alors encore une fois à prendre avec des pincettes, mais éventuellement des atteintes plutôt dans des faisceaux ou dans des régions de la matière grise dont on connaît leur composition. Et c'est ce que je peux vous montrer un petit peu ici. Pour essayer d'interpréter après ces cartographies, voilà, on a à disposition soit des acquisitions ex vivo, soit des schémas histologiques qui montrent quand même le gap qu'il peut y avoir entre les atlas in vivo qui sont limités par les résolutions spatiales et les contrastes qu'on peut obtenir, et avec ce qu'on sait en histologie et avec des résolutions plutôt à des dizaines de microns. Mais quand on analyse, on a envie de mettre en corrélation ces schémas-là et ce qu'on sait de la composition des couches de la matière grise, par exemple, dans la substance grise. Voilà, ces couches-là, on sait qu'il y a 9 couches, on sait qu'il y a des couches qui contiennent plutôt des motoneurones, on sait que c'est pas mon domaine, mais en ayant discuté avec ces gens spécialistes, ils savent que quand on va étudier ces cartes-là au niveau C4, par exemple, on risque d'avoir plutôt des projections du faisceau corticospinal dans telle région, etc. Donc, on arrive à pousser les limites qui étaient, grâce à la résolution spatiale, à avoir des clusters et pouvoir envisager de définir des atlas beaucoup plus fins qui matchent de mieux en mieux et qui se valident avec des données histologiques. Est-ce que vous avez des questions sur la partie moelle? Ouais. Pour valider les données histologiquement, est-ce qu'il y a des échantillons sur les animaux, par exemple, les segmentations sur les animaux? Parce que je pense qu'on ne peut pas superposer, fusionner la segmentation avec une histologie probable. On pourra peut-être découvrir des phénomènes histologiques, physiologiques inconnus à l'IRM à haute résolution. Oui, alors c'est une très bonne question. Je crois dans ce. Alors, ça sort un peu de mon domaine de compétences parce que moi je suis plus dans la méthodo, la segmentation, mais autour de ces projets sur la moelle, on dialogue avec des spécialistes justement qui ont beaucoup étudié l'histologie dans des modèles murins ou chez le singe, etc. Mais les doutes qu'ils ont, c'est que il y a quelques données histologiques chez l'homme, mais il y a selon eux, de ce que j'ai compris, il y a quand même des fortes différences structurelles en fait
entre la souris et l'homme, ça on le sait. Et donc c'est pas forcément très simple de faire du transfert petit animal pour des choses aussi spécifiques que ça. Par exemple, en ce moment, vraiment on s'intéresse, c'est pour ça que je me permettais d'en parler un peu, des projections du corticospinal tract qui est ici, et la façon dont les fibres se projettent. A priori, elles se projettent perpendiculairement dans la matière grise. Donc on a ces informations structurelles. Ça veut dire que quand, je ne montre pas ici, mais on est capable, et c'est assez magique à cette test-là, les IRM de diffusion qu'on peut faire, on est capable de faire quand même de la tractographie sur les IRM de diffusion. Alors c'est des séquences qui durent très longtemps, mais on a des prototypes de séquences d'une demi-heure sur une coupe qui permettent d'avoir de l'imagine de diffusion à 300 microns, que je ne dise pas de bêtises, ce qui est quand même très très intéressant, pour commencer à visualiser les projections des fibres dans la matière grise. Et c'est vrai qu'on sait que le corticospinal va plutôt se projeter dans la couche 9. C'est des hypothèses que les gens qui font des histologies, enfin ces scientifiques-là ont, et ils cherchent à voir si, jusqu'où l'IRM, parce que pour bénéficier du fait qu'on soit in vivo, jusqu'où l'IRM, quelles sont les limites de résolution spatiale angulaire pour la tracto, pour répondre à ce type de questions. Voilà, je crois qu'on sait que les maladies, les scléroses latérales amyotrophiques présentent des atteintes dans les motoneurones, on le sait en ex vivo, c'est connu en histologie aussi. Donc on espère le voir à travers des baisses de densité, parce qu'en fait c'est ça qu'on étudie en IRM, hein, c'est l'intensité du pixel traduit sûrement la densité d'un tissu. Vous avez peut-être d'autres questions sur la moelle. Alors quand je vous disais les transferts de ces atlas-là, c'est que le 7 Tesla et la haute résolution nous permettent de définir des atlas beaucoup plus fins, matière grise, matière blanche. Et l'objectif, c'est de les ramener à des résolutions compatibles avec la 3T pour qu'elles soient utilisées en clinique. Alors je ne sais pas quelle heure il est, j'ai déjà fait 40 minutes je vais aller peut-être un petit peu plus vite sur la partie cerveau. Alors, segmenter un cerveau, je vous disais, c'est pas simple parce que ça va vraiment dépendre de votre contexte applicatif. J'ai listé ici, et puis ça augmente chaque mois. Chaque mois, il y a des nouveaux atlas. Quand j'ai fait cette présentation, voilà, j'ai trouvé sur ce site-là un site que je vous recommande d'aller visiter, le site LeadDBS, qui en fait c'est une application pour faire de l'électrostimulation profonde, et en fait ces techniques-là ont besoin des atlas les plus précis. Donc au fil de l'eau, ils font beaucoup de bibliographie, et ils intègrent dans leur outil tous les atlas les plus fins. En particulier, surtout les atlas sous-corticaux. Bon, ici, je vous présente des représentations de projection d'atlas sur les surfaces corticales. Le plus connu, je pense, c'est l'atlas de Destrieux. Donc, c'est un anatomicien français qui a pris, je crois, qui a dressé son atlas sur plusieurs sujets témoins et qui a défini des frontières anatomiques sur la base des plissements corticaux. Et cet atlas, pourquoi il est très réputé, c'est qu'il est intégré directement dans l'outil FreeSurfer. Et quand on veut comparer un atlas, clairement, on se doit de le comparer à cet atlas-là. En tout cas, parce que c'est un peu le gold standard. Alors, je fais un petit peu la promotion aussi d'un atlas qui a été développé à Marseille par Guillaume Ozias, qui travaille à l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille. Ils ont développé dans son équipe, en partenariat avec Neurospin, un atlas qui est intégré dans BrainVisa, qui est plus complexe à utiliser que cet atlas-là anatomique, qui a aussi un atlas anatomique, mais qui a la particularité de mieux s'adapter au plissement cortical. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des contraintes anatomiques de certains sillons qui sont communs à tous nos cerveaux. C'est-à-dire on a tous un sillon central avec
avec un oméga, on a tous un... Alors après, il y a quelques sillons, le sillon temporaux, le sillon frontal supérieur qui ont quelques variabilités, mais ils ont quand même beaucoup plus de points communs. Après, il y a derrière aussi la théorie des racines sulcales, donc ils s'appuient sur toutes ces théories-là pour donner des amères anatomiques qui contraignent le recalage d'image et c'est prouvé dans leur papier associé, qui permettent de faire des meilleures études de groupe, des études moins biaisées. Tout à l'heure, je vous disais, erreur de segmentation, biais d'interprétation. Ils montrent clairement, si vous voulez faire des études d'épaisseur corticale à travers plusieurs groupes, que leur segmentation et leur technique de recalage est moins biaisée. Ensuite, il y a des atlas un peu hybrides qui découpent et qui cherchent des frontières anatomiques et structurelles. Alors ça, c'est des atlas. Alors il y a un papier qui a fait grand bruit, c'est le papier de Glasser qui a été publié dans Nature en 2016 et qui a montré la pertinence d'utiliser de la multimodalité IRM, diffusion, pour s'appuyer sur la structure, conventionnelle T1, T2 pour l'anatomie, l'IRM fonctionnel aussi, et de montrer tous ces liens-là pour construire des atlas probabilistes multimodaux. Beaucoup plus difficile à utiliser pour les neuroscientifiques et les cliniciens. Moins un push-bouton que celui-là. Et ensuite, voilà, dérivé de ces atlas anatomiques, je fais aussi un petit peu la promotion d'un atlas qui a été développé dans l'équipe de Marcel Carrère, qui travaille à l'ENIS. Donc c'est à Marseille, en collaboration aussi avec notre centre. On a subdivisé l'atlas de Destrieux et proposé l'atlas VEP, qui est un atlas qui se veut être plus pertinent pour des sujets atteints d'épilepsie. C'est-à-dire il y a certaines régions dans le cadre de l'épilepsie, par exemple l'hippocampe ou l'amygdale ou certaines régions en temporale qui n'étaient pas assez finement découpées. Voilà, ici vous voyez en jaune la région du temporal supérieur, elle est pas du tout découpée, alors qu'il y a une région, c'est pas ma spécialité encore une fois, mais on sait qu'il y a le temporal sup, médial, inférieur, et donc il est malheureusement pas décrit là-dessus, et donc il limite vraiment les études dans le repérage d'une crise d'épilepsie dans une sous-région de ce lobe-là. Et donc cet atlas-là vise un petit peu un meilleur découpage pour les patients épileptiques. Donc il y a ce genre d'atlas spécifique qu'il faut savoir trouver dans la littérature. Alors le gros problème, et vous avez posé ces questions aussi durant les cours d'Antoine, il y a plein de modèles, il y a plein d'atlas. La grosse difficulté, c'est la validation. Parce que s'ils sont tous différents, ils sont tous faux. Ou alors, forcément. Hein. Alors, on va pas être aussi violent que ça, on va pas dire qu'ils sont tous faux, ils sont tous spécifiques pour une application, mais ils sont tous biaisés à leur manière. Et donc, il faut savoir derrière que il y a des biais, en particulier liés aux algorithmes de recalage qui vont projeter ces atlas dans l'espace des sujets, parce que ces atlas sont tous définis dans des espaces communs, mais après, ils tentent de représenter la variabilité des sujets aussi, mais cela dit, après, à l'échelle individuelle, ils sont une simple approximation, donc se méfier. Je voudrais quand même vous montrer actuellement, il y a quand même l'émergence du... Oui. Est-ce que toujours on doit passer par un apprentissage supervisé, c'est-à-dire que c'est toujours l'expert qui doit fournir la vérité terrain? À ma connaissance, oui, et c'est le cœur du problème. Pour l'instant, il n'y a aucun atlas qui est... Manuellement, il doit faire des choses. Clairement, Destrieux, ça a été une segmentation manuelle d'un seul expert sur plusieurs sujets. Alors, par contre, cette approche-là, alors je ne sais pas comment ils ont fait ça, parce qu'en fait, ça a été extrêmement chronophage. Il y a de plus en plus, depuis 4-5 ans, c'est pas du tout figé, hein, je vous le dis depuis un certain temps. Les atlas, et en particulier avec l'émergence des multicontrastes et des multicontrastes quantitatifs, parce que ça, en fait, ça change tout. Maintenant, parce que l'expert, même, il peut tomber dans des erreurs. Donc, si notre repère, c'est l'expert, et il n'est pas toujours valable pour
Alors, on va en revenir. C'est pour ça que maintenant les atlas, le gold standard, c'est de le construire avec des multi-experts. Et on montre clairement qu'il y a une forte variabilité et une mauvaise reproductibilité intra-expert et inter-expert. Donc il y a les deux. Hein. Vous êtes un expert, vous faites 2 segmentations d'un noyau gris ou vous cherchez à délimiter 2 fois la séparation SMA après SMA, vous ne ferez jamais la même séparation. Donc c'est ça qui... Et d'ailleurs, soyons tous honnêtes, voilà, c'est pas une tâche qui est humainement possible. En fait, la segmentation, moi on est obligé, parce qu'on doit faire des mesures, mais on est tous d'accord qu'on attend tous un atlas qui est autogénéré par de l'intelligence artificielle et on ne veut plus que c'est inhumain de segmenter un volume 3D et de repérer des frontières. Et en plus, est-ce que c'est pertinent de le faire? Parce que on a tous des cerveaux différents, on a tous des plissements différents, et est-ce que... Il y a 2 avis entre les experts, on peut ne pas avoir le même avis. Ah oui, clairement. Alors, c'est ce qui est décrit. Alors, c'est dans la slide d'après. Il y a un papier que je vous suggère aussi de lire sur la méthodologie de construction de templates et d'atlas, des noyaux gris centraux, qui montre qu'en fait, nécessairement pour valider un atlas, il faut plusieurs experts et faire de la cross-validation. On va en parler un petit peu de cross-validation, mais en fait, maintenant, les bases de données publiques sont de plus en plus larges et les atlas sont plus basés sur 40 sujets, mais ils sont basés sur plusieurs milliers de sujets et on génère dans ces sous-ensembles de sujets des sous-atlas qui se cross-valident aussi. C'est le cas de l'espace CIT 168 que je vais vous montrer, c'est un nouvel atlas des noyaux gris centraux. Et la segmentation d'un nombre, elle est faite manuelle ou bien des outils soumis Alors, de plus en plus, il ne faut pas être fou, il ne faut pas partir from scratch quand on veut segmenter un noyau. On peut s'appuyer sur une projection d'un atlas qui fait consensus et après venir l'affiner. C'est ce qui petit à petit décrit aussi. Après, il y a 2 mondes. Il y a les atlas corticaux et les atlas sous-corticaux. Les atlas corticaux, je vous en ai fait un petit état de l'art. Moi, dans mon domaine, et en particulier maintenant pour tout ce qui est connectivité, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux atlas sous-corticaux. Donc aux nouveaux atlas sous-corticaux, les atlas des noyaux gris, parce que l'émergence de toutes ces modalités. Donc maintenant, on a à disposition en IRM de l'imagerie quantitative, de susceptibilité magnétique. Donc l'imagerie QSM qui est développée, qui a été propagée un peu de partout, permet d'avoir des nouveaux contrastes extrêmement intéressants pour construire des atlas. Vous allez voir après. L'imagerie T1 quantitative, en fait, ça change tout aussi, parce que quand on a besoin de normaliser des données, si elles sont quantitatives, c'est plus facile et c'est plus juste. Donc ça. Alors, je vais passer vite sur cette slide, mais en fait, cette toolbox Hans a un peu révolutionné la construction de templates. Maintenant, dans des études spécifiques, moi, tous mes étudiants, je leur dis, n'utilisez pas les templates et les atlas existants, construisez vos propres templates de votre cohorte. Et ça se fait extrêmement facilement. Et on peut associer à ces templates des atlas existants. Par contre, on aura, et c'est ce qui est décrit dans ce papier, un template qui est mieux positionné, en tout cas, dont les déformations vont être moins biaisées par rapport à votre population, votre cohorte. Ok? Arnaud, ouais. La variabilité, bien sûr, elle est géométrique, c'est la forme des régions, elle change, mais est-ce qu'elle peut aussi être topologique? C'est-à-dire, est-ce que l'adjacence entre les régions peut également... Alors, clairement, le cerveau, c'est topologique, c'est pour ça qu'en fait, il ne pourra jamais y avoir d'atlas consensus. Quand je parlais un peu du sillon temporal supérieur, en fait, il y a des plis de passage, et en fait, topologiquement, quand on essaye de décrire l'objet topologiquement, il n'a pas les mêmes concavités, ou il peut avoir des... c'est compliqué, il n'existe pas de transformation difféomorphique. Mathématiquement, il n'existe pas de solution. On ne peut pas matcher 2 plis à 1 pli. Voilà. Donc il y a clairement, pour le cortex,
des problèmes topologiques qui font que c'est toutes les limites des atlas consensus. Par contre, au niveau des noyaux gris centraux, je pense qu'il y a beaucoup moins de variabilité. Il y a des variabilités au niveau morphologique, structurel, mais pas forcément anatomique. Et je peux vous donner l'exemple sur le thalamus, par exemple. Nous, on s'est beaucoup intéressé au thalamus. Si j'arrive à avoir mon écran qui se rallume. Ah. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai plus de batterie ?